Bienvenue sur Togo Nationaliste, la chaîne des nationalistes togolais. Ici, nous parlons exclusivement de notre cher pays, le Togo. Nous y explorons les domaines de l'économie, de l'entrepreneuriat et de la fiscalité au Togo. Nous croyons qu'un pays se construit d'abord par des connaissances fondamentales en matière des devoirs et droits des citoyens, en matière du travail et l'engagement de ses citoyens. Dans cet épisode, nous nous sommes promis de révéler au peuple togolais tout ce que nous avons découvert sur la façon scabreuse dont les ressources du Togo ont été gérées pendant les 30 dernières années. Dans cet épisode, nous allons braquer la lumière sur 3 hommes d'État togolais, à savoir numéro 1, Sani Yaya, nommé ministre délégué chargé du budget en 2015, nommé ministre de l'économie et des finances en juillet 2016, avec une prise de fonction officielle le 2 août 2016. Il est resté à ce poste jusqu'au 20 août 2024 remplacé, soit environ 8 ans, et ensuite remplacé par Barkola. Il a mis son cachet sur tous les décaissements de la période août 2026 à juillet 2024. Pourquoi parlerons-nous de lui alors qu'il n'est plus à ce poste aujourd'hui? C'est justement parce qu'en économie, les gouffres financiers se creusent sans marteau sonore, mais les conséquences qu'ils laissent sont toujours aussi générationnelles qu'une malédiction. Numéro 2. Essorwe Georges Barkola, ministre des Finances et du Budget, nommé le 20 août 2024, en remplacement de Sani Yaya. Numéro 3. Badanam Patoki, nommé ministre de l'économie et de la veille stratégique le 8 octobre 2025, dans le premier gouvernement de la République appelé 5e République, celui qui a été rejeté par les Togolais et dont les manifestations de rejet ont occasionné des morts jetés dans les lagunes en juin 2025. Tous 3 furent nos patrons. Nous avons recueilli des documents précieux que les autorités actuelles nous avaient intimé l'ordre de détruire, mais que nous avons conservés exprès. Nous faisons du travail citoyen, celui de réveiller notre peuple endormi dans la torpeur de la mort et de la redoute d'un appareil d'État déjà passé du césarien au dioclétien. Nous avons entendu notre seul journaliste d'investigation Ferdinand Haïté nous parler du bourbier et de la fange dégoûtante que constitue le régime de Faure Gnassingbé. Mais ce ne furent là que des vérités dites de manière sobrement dégustative, ne serait-ce que pour respecter la déontologie du journaliste dont il est une fière incarnation, nous le savons. Vous vous dites peut-être que vous connaissiez déjà vous-même la façon dont l'argent circule au Togo. Ce que vous savez jusqu'aujourd'hui, c'est que le travailleur togolais, agriculteur, enseignant, mécanicien, zémidjan, souffre l'enfer sur terre. Il travaille dur sous le soleil. Il travaille dur comme les esclaves d'antan pour ne produire que très peu de revenus, de l'argent en faible somme, comparé aux efforts fournis. Vous savez peut-être aussi que de tous ces revenus, seule une faible partie de cet argent qu'il a produit à la sueur de son front va être dépensée pour couvrir ses besoins primaires, les besoins vitaux comme la nourriture et la santé. La plus grande partie de ces revenus qu'il a produits sera plutôt dépensée dans les règlements de factures ou de paiement de services dont le bénéficiaire final est directement ou indirectement l'État, sachant qu'au Togo, qui dit État, dit Esozimna Faure Gnassingbé. Parmi les factures payées à l'État, nous pouvons citer les factures d'électricité, les factures d'eau, les frais de gaz, les frais de transport en commun, les frais de scolarité des enfants, etc. Mais en réalité, ce n'est pas là tout ce qu'il aura dépensé. Car en effet, vous versez à l'État plus que vous ne l'imaginez. Parce que, supposons que vous avez un atelier de couture ou une boutique de vente de poissons frais, ce qu'on appelle communément les frigoristes au Togo, vous allez payer des frais à OTR et vous allez aussi payer des frais à votre municipalité. Le problème n'est pas que vous payez, mais le problème au Togo est que vous payez, mais vous n'obtenez jamais les compensations de ces paiements. Je vous explique ça par un exemple très courant. Nous avons des serveurs web qui doivent tourner 24 heures sur 24 à Zanguera, parce que nos clients font de la restauration et de la livraison en ligne. Mais l'électricité n'est pas toujours stable pour garder nos serveurs web en activité. L'électricité est parfois même coupée pendant 10 heures, voire toute une journée. Lorsque cela arrive, nos clients sont en gros pétard,
Ils appellent en criant qu'ils ne voient plus leurs produits en ligne. À qui la faute? La faute est bien à l'État, à qui nous payons tacitement nos factures d'électricité sans avoir la compensation de la garantie de disponibilité de services. Et je ne vous dis pas, vous n'imaginez pas comment l'État écorche notre image auprès de nos clients par ses pratiques irresponsables. Au final, nos clients se trouvent obligés de se tourner vers des hébergeurs web basés au Bénin, où les populations et les entreprises sont relativement mieux considérées. J'espère ne pas vous avoir embrouillé par des exemples trop technologiques. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Je vais vous épargner des exemples trop techniques en prenant un autre cas encore plus courant au Togo. Supposons que vous avez une boutique de vente de poissons frais. Vous avez besoin de la stabilité de l'électricité, mais vous n'avez aucune garantie de la disponibilité de l'électricité pour maintenir ces poissons frais. Au Togo, le délestage est culte, vous le savez, et la vérité est que la première autorité du pays s'en fiche comme de l'an 40, puisque la présidence est toujours électrifiée. Cette présidence, toujours occupée par Faure Gnassingbé au lieu du président Sanvi de Tové, est toujours électrifiée même en l'absence de ce dernier, et ceci quel que soit comment l'électricité est en manque dans le pays. La conséquence immédiate, c'est que vos stocks se décomposent, vos poissons commencent à sentir mauvais et votre business s'écroule par la faute de l'État. Voilà ce que cela signifie lorsque je vous dis que vous n'obtenez aucune compensation pour tout ce que vous payez à l'État togolais via les mairies, les agents de tickets au marché et via OTR. Un autre exemple est que en tant que parent, vous payez la scolarité de vos enfants dans l'idée de les voir grandir et réussir socialement leur vie, mais l'État n'a rien mis en place pour favoriser cette vision. Faure Gnassingbé n'a mis en place qu'un programme partisan d'insertion politique appelé UNIR. Il n'a mis en place aucun programme d'épanouissement social et d'insertion professionnelle hors parti politique. C'est pour cela que de nombreux parents aujourd'hui au Togo, ne comprenant plus rien du programme national et ne voyant ne serait-ce qu'un pâle petit reflet de la compensation qu'il y aurait à financer l'éducation des enfants, abandonnent ce projet parental si noble qu'est de financer l'éducation de l'enfant selon au moins les normes les plus basiques. C'est ce phénomène d'ailleurs qui nous fait assister à l'émergence de la génération inculte des jeunes d'aujourd'hui, dont la majorité se sont fait des ânes du parti UNIR pour avoir le foin. Tout cela pour du foin. C'est dommage, et c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Sur cette chaîne, notre objectif est de révéler au peuple togolais les redditions de comptes dont la classe dirigeante actuelle le prive. Nous exposons les faits tels qu'ils sont, non pas tels que l'on veut qu'ils fussent, avec les montants chiffrés des opérations, ainsi que les noms des parties prenantes et les destinataires de ces transactions non tracées, des montants si inquiétants pour des opérations en cash perpétrées dans un pays aussi surendetté que le Togo. Mais souffrez que dans ses débuts, nous vous présentions d'abord le contexte d'exécution de ces lois de finances publiques au Togo. Car, si nous ne posons pas ces bases, vous n'aurez que très modérément la réelle portée des crimes dont le régime de Faure Gnassingbé est coupable. Des crimes contre l'humanité, doublés de crimes financiers. Voyez-vous, le criminel a toujours besoin d'argent pour élaborer et mettre en exécution son crime. Une fois le premier crime commis, il a de nouveau besoin d'argent pour couvrir ce crime. Or, vous le savez bien, la couverture des crimes d'un dictateur dans ce monde ne s'obtient jamais pas comme un abonnement unique utilisable à vie. C'est toujours un abonnement périodiquement renouvelable et payant en cash, soit en billets de banque, soit en son pesant d'or. Vous comprenez immédiatement que le crime et sa couverture constituent une suite arithmético-géométrique dont la limite tend vers zéro lorsque l'économie du dictateur tend vers zéro. Eh bien, comme la date d'expiration des couvertures des crimes arrive si vite à échéance, le criminel a constamment besoin d'argent pour les renouveler. Ce faisant, son argent arrive aussi vite à épuisement. Il doit à nouveau obtenir de l'argent. Pour ce faire, il doit commettre un nouveau crime, et le cycle reprend, de manière interminable et cyclique jusqu'à sa mort. Même à sa mort, le dictateur ne voudra pas que l'on giflât son cadavre, alors il s'assure trouver un successeur, lequel aura la responsabilité de poursuivre et entretenir l'héritage macabre comme le damné d'un sortilège incurable. Aucun parti politique, par quelque truchement de dialogue que ce soit, ne le sommera de bien agir. Aucun sage ne le convaincra à abandonner la voie du mal et de la méchanceté. Car il est lié au nombril du criminel défunt par un contrat funeste jusqu'à la mort. Seul un peuple debout sur ses pieds dans les rues et prêt au plus grand sacrifice
peut l'exorciser propre. Eh bien oui, les démons territoriaux. C'est précisément de cela qu'il est question au Togo. C'est d'ailleurs ce que le professeur Kako Nubukpor déclare. Ce que dit Matina, c'est ce que l'économiste appelle un optimum de second rang. C'est-à-dire il va falloir nous expliquer. Oui, c'est-à-dire que dans l'idéal, on aurait besoin d'un État social qui puisse donner les mêmes opportunités à tous ses enfants. Mais tel n'est pas le cas. Et on en a parlé dans une émission précédente. On a des phénomènes de prédation de rente qui font que les jeunes n'ont pas forcément accès à toutes les opportunités que devraient pouvoir leur offrir des États dignes de ce nom. Phénomène de prédation de rente, phénomène de prédation de rente, phénomène de prédation de rente. Dans l'extrait que je viens de vous montrer, le professeur en économie Kako Nubukpor parle de phénomène de prédation et de rente. Avez-vous bien entendu ces deux mots? Prédation et rente. Ces deux mots décrivent exactement le régime togolais actuel. C'est comme à l'époque où les dinosaures régnaient encore sur la Terre. La formule employée par le professeur est une expression technique en économie politique. Il met l'accent sur les véritables causes du sous-développement togolais que nous exposons sur cette chaîne. Décomposons les deux notions 1. Que signifie le phénomène de prédation? En économie, la prédation désigne une situation où une partie des élites politiques, administratives ou économiques, capte des ressources publiques ou des avantages économiques au profit d'un groupe restreint, plutôt que de les orienter vers l'intérêt général. Autrement dit, au lieu que la richesse produite par un pays bénéficie à l'ensemble de la population, elle est captée de façon disproportionnée par une minorité. Au Togo, cette prédation prend plusieurs formes: favoritisme dans l'accès aux emplois publics, comme le fait de retrouver massivement des fonctionnaires de la même ethnie au sein d'une même direction formant une colonie de cette ethnie à cet endroit, attribution de marchés publics sans réelle concurrence, utilisation de ressources de l'État au bénéfice d'intérêts particuliers, exactement comme le fait OTR actuellement, détournement indirect de fonds publics par des opérations de rétrocommission par Sani Yaya, Batoki, Barkola, Ototé, et les détournements directs de fonds publics effectués de manière effrontée et presque sans retenue par Adénion, Tchodier et compagnie. Vous le savez tous, la prédation concerne aussi les privilèges fiscaux accordés à certains acteurs sans justification économique. 2. Que signifie le phénomène de rente dont parle Kako Nubukpor? Le mot rente a un sens particulier en économie. Une rente n'est pas simplement un revenu. C'est un revenu obtenu sans création proportionnelle de valeur grâce à une position privilégiée reçue. Quelques exemples. Exemple 1. Monopole. Une entreprise est la seule autorisée à importer un produit, comme Togocel à l'époque, et aujourd'hui de nombreuses filières agricoles sont sous ce monopole. Avec ce monopole, l'entreprise peut alors vendre plus cher que dans un marché concurrentiel. La différence constitue une rente. Exemple 2. Licence administrative. Une personne obtient une licence ou une concession uniquement parce qu'elle bénéficie de relations privilégiées avec le chef de l'État Faure Gnassingbé ou parce qu'il est membre actif de son parti politique. Certains même s'en vantent et disent « Moi je salue au poignet de main le chef de l'État. Il me suffit juste d'ouvrir la bouche pour qu'on ferme ta boîte. » Elle perçoit ensuite des revenus importants sans que cette situation résulte d'une concurrence ouverte. Exemple 3. Marché public. Si les mêmes entreprises remportent systématiquement les contrats publics sans concurrence effective, les économistes parlent de situations de rente aggravées. 3. Pourquoi le professeur Kako Nubukpor associe-t-il les deux notions prédation et rente dans le contexte du Togo? Quand il parle de phénomène de prédation et de rente, il décrit un système où certaines ressources économiques sont captées par une minorité, prédation. Au Togo, cette minorité est elle-même une minorité ethnique et clanique au sein d'une minorité partisane au nom de UNIR. Cette minorité conserve pour toujours les avantages économiques, rente. Ce qui réduit drastiquement les opportunités offertes aux autres citoyens, les poussant de facto dans le lot des misères et des pauvretés abjectes. 4. Pourquoi dit-il que cela bloque le développement?
C'est un raisonnement largement développé en économie institutionnelle. Nous sommes dans le contexte du Togo. Les meilleures opportunités sont réservées à quelques personnes bien connectées. Ce qui se passe alors dans ce cas est que les talents fuient le pays. Les idiots sont ceux que l'on entend et voit le plus sur la chaîne nationale. Les investisseurs hésitent parce que rien n'est transparent dans le pays. Les jeunes diplômés n'ont pas de débouchés. L'innovation ralentit. Les entreprises les plus performantes ne sont pas forcément celles qui obtiennent les contrats. À long terme, cela freine la croissance puisque les ministres et les fonctionnaires ne sont pas nommés sur la base de la compétence, mais uniquement sur des affinités. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans la prochaine série, nous apporterons une piste d'analyse plus poussée. Ce sera le lieu de réaliser une contre-expertise économique sur les différents parcours de ces ministres, en s'appuyant sur les lois de finances, les rapports d'exécution budgétaire, les rapports de la Cour des comptes, les rapports du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine du développement. L'objectif sera de répondre, projet par projet, quel montant a été emprunté, auprès de quel créancier, à quel taux et pour quelle durée, quel ministère a piloté le projet, quelle entreprise a réalisé les travaux, quel est l'état d'avancement, quels résultats mesurables ont été obtenus, y a-t-il des dépassements de coûts ou des retards? Alors rendez-vous à la prochaine série de vidéos dans laquelle nous exposerons tous ces faits et résultats et ensuite montrerons pourquoi Madame Gnakadé avait annoncé qu'un seul jour de plus pour Faure Gnassingbé à la tête du Togo est un nouveau gouffre économique qui se crée. Parce que le problème n'est pas uniquement en la personne de Faure Gnassingbé, mais plutôt de lui-même et de tout son système primitif et impossible. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, fonctionnaire, chef d'entreprise ou simplement passionné par le développement de notre pays, cette chaîne est faite pour vous. Chaque vidéo vous apportera des explications claires, des conseils concrets et des analyses adaptées aux réalités togolaises. Parce qu'une meilleure compréhension de nos institutions, de notre système fiscal et de notre économie est une force pour chaque citoyen. Notre ambition est de former, d'informer et d'inspirer une nouvelle génération capable de relever les défis du développement. Sur Togo Nationaliste, nous ne faisons pas seulement parler de l'avenir, nous préparons l'avenir. Alors, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez nos vidéos autour de vous. Ensemble, faisons grandir les connaissances. Ensemble, développons nos compétences. Ensemble, bâtissons un Togo émergent. Bienvenue sur Togo Nationaliste. Pour un Togo émergent.